Alors bonjour à tous. Bonjour, merci d'être venus aussi nombreux à cette conférence. Donc, je remercie évidemment l'école de commerce de Grenoble pour ce festival génial et nos deux intervenants d'aujourd'hui pour leur conférence qui va arriver. Donc, nous avons à nos côtés monsieur Hugues Poisson qui est professeur de l'école de commerce de Grenoble et monsieur Stéphane Coudet qui est chercheur et consultant, diplômé de l'Université de Dauphine en doctorat. Donc le thème de cette conférence, le paradoxe américain entre libéralisme et protectionnisme. Je donne la parole à mes deux intervenants. Merci beaucoup pour cette introduction. Bonjour tout le monde, merci d'être ici en si grand nombre. Comme vous l'entendez, je suis canadien. Et donc, si jamais vous avez de la difficulté avec mon accent, n'hésitez pas à me le dire, je répéterai pour vous. Et donc, je veux remercier aussi les organisateurs du festival pour nous donner encore une fois l'occasion de venir présenter des projets de recherche et nos résultats. Aujourd'hui, je suis ici pour vous présenter des résultats préliminaires d'une recherche en cours de réalisation. Mon travail s'inscrit en stratégie des organisations et j'ai un intérêt particulier pour le positionnement des États du point de vue de l'entreprise. Donc, comment l'entreprise peut se positionner selon les choix des États. Et donc, du coup, la présentation d'aujourd'hui porte sur les mesures protectionnistes et les mesures de libéralisation des marchés. Tout d'abord, quelques éléments de contexte. Depuis le début des années 90, on remarque une croissance constante des accords de libéralisation de marché. Ici, on voit ce sont les accords de libre-échange régionaux qui sont compilés par l'Organisation mondiale du commerce. Et on peut constater qu'il y a, depuis le début des années 90, une forte croissance de ces accords, donc une forte tendance à la libéralisation des marchés. Toutefois, depuis la crise financière de 2008, on a constaté une forte recrudescence des mesures protectionnistes. Principalement ici, ce schéma présente les mesures protectionnistes des pays membres du G20. Et on observe vraiment une forte croissance et donc une forme de paradoxe entre le libéralisme et le protectionnisme. Et en fait, ce que ça illustre, c'est qu'aujourd'hui, la grande majorité des États ont à la fois recours à des mesures de libéralisation de marché et à des mesures protectionnistes. Et cette coexistence, en fait, nous pose la grande question, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que les États vont choisir une mesure, disons, de libre marché comparativement à une mesure protectionniste? Pour répondre à cette question, j'avais suggéré ce modèle que j'ai présenté ici d'ailleurs il y a 3 ans, basé sur des travaux antérieurs, donc des analyses de cas qui touchaient 33 pays, 6 cycles de négociation. Et on pouvait, à partir de ces cas, déjà identifier des facteurs qui étaient déterminants dans les décisions des États et donc qui permettaient d'abord de comprendre pourquoi on choisissait un positionnement, disons, libéral comparativement à un positionnement protectionniste et éventuellement peut-être même pouvoir les anticiper, ces choix des États. Alors, dans ce modèle ici, on voit différents facteurs. Donc, quand la balance commerciale des échanges est positive entre 2 États, eh bien, les entités seront davantage en faveur du libre-échange. Et si la balance commerciale est négative, il y aura davantage des mesures protectionnistes. Ensuite, la notion des avantages comparatifs dans le secteur d'activité. Ici, c'est une approche sectorielle. Par exemple, si on prend la compétitivité des entreprises dans un secteur donné, plus les entreprises seront compétitives, eh bien plus l'État où ces entreprises sont établies sera en faveur du libre-échange. Et évidemment, protectionniste dans le cas inverse. Un autre facteur déterminant, dans les secteurs d'activité qui sont oligopolistiques, eh bien les États ont tendance à être davantage protectionnistes, c'est-à-dire là où, s'il y a une entreprise établie, évidemment, qui fait partie de ce secteur dans l'État, eh bien, le gouvernement sera davantage protectionniste. Enfin, les doctrines dominantes aussi, défendues par les groupes d'influence, que ce soit les groupes d'influence établis au sein
du pays, par exemple les syndicats, les unions d'entreprises, etc., ou même encore les organisations internationales. Si les doctrines dominantes sont davantage du courant théorique classique, néoclassique, eh bien, on aura une ouverture plus près du libre-échange et les États seront davantage protectionnistes si les courants dominants sont mercantilistes, néo-mercantilistes. Et en fait, ce que ça évoque, c'est que nous ne sommes plus dans un univers où ces deux grands courants théoriques qui représentent des extrêmes sont dominants d'un côté ou de l'autre. En fait, chaque État utilise ces deux doctrines. Et c'est ce qui est intéressant, d'essayer de comprendre davantage pourquoi nos États vont choisir deux types de mesures. Alors, pour faire évoluer ce modèle et aussi pour mieux comprendre la position des États-Unis, voici les questions de recherche de ce que je vous présente aujourd'hui. D'abord, quel fut le positionnement des États-Unis dans le contexte qu'on vient de décrire, c'est-à-dire depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui, comment les États-Unis se sont positionnés, comment ce positionnement se compare-t-il à d'autres grandes puissances? J'ai choisi la Chine et l'Union européenne. Et enfin, quel autre facteur pouvons-nous identifier en étudiant le cas des mesures commerciales récemment adoptées par les États-Unis? La méthodologie, donc analyse de contenu qui repose essentiellement sur les publications officielles de l'OMC entre 2008 et 2017, analyse brève de discours, nouvelles plateformes électorales, les nouvelles, pour mieux comprendre le positionnement politique et voir aussi l'impact de ce positionnement sur les mesures adoptées. Essentiellement ici, je n'ai traité que les États-Unis pour le moment. Éventuellement, j'irai voir dans les autres pays. Une analyse quantitative sommaire, donc 690 mesures commerciales adoptées entre 2008 et 2017 par les États-Unis, la Chine et l'Union européenne. Et enfin, une analyse comparative entre ces États. Alors, les principaux constats de l'analyse de contenu proviennent en fait de l'OMC et on explique la recrudescence des mesures protectionnistes associées au contexte économique difficile de l'après-crise financière de 2008 et les taux de chômage élevés. Ensuite, quand on étudie le discours politique aux États-Unis, et vous le verrez plus tard dans les résultats, en fait, l'administration Obama s'est fait élire sur une plateforme électorale, disons, protectionniste, et par la suite, une fois au pouvoir, ont rapidement basculé vers des positions plus libérales, notamment avec l'arrivée des traités transpacifiques, transatlantiques. Et évidemment, on sait tous que depuis la nouvelle administration Trump, on est de retour vers un discours politique très ultra-protectionniste. Et enfin, le dernier constat, c'est que l'OMC a constamment demandé aux États membres de respecter leurs promesses, particulièrement les membres du G20, à l'effet de mettre un frein aux mesures protectionnistes. Alors, dans leurs négociations, les États membres avaient promis de mettre un frein à ces mesures protectionnistes, mais à chaque année, les constats étaient différents. Et à chaque année, l'OMC a exhorté les membres du G20 à respecter leurs promesses, ce qui n'a pas été réalisé, comme vous pourrez le voir, en tout cas, pas dans tous les pays. Alors voici le schéma ici, les nouvelles mesures adoptées par les États-Unis pour la période observée. Il y en a eu 273. On a 198 mesures protectionnistes qui ont été adoptées, comparativement à 75 mesures de libéralisation. Si vous regardez la période, et c'est ce qui tout de suite m'a étonné, en fait, si on s'en tient au discours ultra-protectionniste de la nouvelle administration, on peut voir que la dernière année s'inscrit néanmoins en continuité avec ce qui était déjà en place. Malgré le discours plutôt libéral, les États-Unis étaient déjà dans une position d'accroissement de leurs mesures protectionnistes. Et donc, du coup, on peut se questionner sur la valeur de ce discours politique comme déterminant et évidemment le voir peut-être davantage comme un outil de gestion diplomatique qu'une réelle intention de se positionner vis-à-vis les autres pays.
Et donc, et on voit aussi une faible diminution des mesures de libéralisation. Alors, nous sommes loin de la promesse initiale qui était de dire nous stoppons les mesures protectionnistes. Ici, on a vraiment une forte croissance de ces mesures apportées année après année par les États-Unis. Maintenant, si on compare ces résultats à la Chine, c'est en fait l'inverse. On a une décroissance des mesures protectionnistes, mais il en demeure, et une croissance des mesures libérales. Bon, ceci étant dit, il ne faut pas interpréter ça comme étant nécessairement la meilleure position, mais il faut savoir aussi que la Chine est partie de beaucoup plus loin. Hein. Les marchés étaient très, très protégés en Chine. On les a ouverts. Durant cette période, disons que les États-Unis ont été très touchés par la crise financière. La croissance économique, malgré les difficultés que la Chine a pu rencontrer, était quand même importante et donc était peut-être dans une meilleure position pour, évidemment, libéraliser davantage et réduire les mesures protectionnistes. Et ensuite, si on compare avec les mesures de l'Union européenne, bien ici, dans les deux cas, on observe une diminution des mesures protectionnistes et une diminution des mesures de libéralisation. Vous êtes mieux placé que moi pour en parler, mais est-ce que l'Union européenne a été moins touchée peut-être par la crise financière que les États-Unis? C'est une grande question. Mais il demeure qu'ici, on a, malgré une diminution des mesures protectionnistes, quand même un ralentissement des mesures, disons, libérales. Maintenant, je me suis intéressé à vers quel pays ces mesures étaient destinées, surtout les mesures protectionnistes. Et donc, dans le cas des États-Unis, on voit qu'il y a 112 mesures qui étaient orientées vers la Chine. Et ensuite, la Corée, l'Inde, on a beaucoup les pays asiatiques, la Turquie, et les pays avec lesquels les États-Unis partagent la frontière, donc le Canada et le Mexique. J'attire votre attention sur l'élément « tous », c'est-à-dire que les 8 mesures qu'on voit ici touchent tous les pays. Hein. Donc, si on voulait faire... il faut savoir, donc, même les pays qui ne sont pas représentés ici font l'objet de mesures protectionnistes. D'accord? Maintenant, si on regarde les pays membres de l'Union européenne, parce que les États-Unis n'ont pas de mesures restrictives qui touchent directement à l'Union européenne. En fait, ils ont des mesures qui touchent des pays, en particulier l'Union européenne. Et donc, si on les additionne, on obtient 27 mesures qui concernent des pays membres de l'Union européenne. Maintenant, si on regarde le cas de la Chine, et ici, on voit bien le phénomène de réciprocité là, qui était évoqué dans le premier modèle. Hein. Évidemment, les États-Unis sont visés par les mesures protectionnistes de la Chine. On voit l'Union européenne ici avec 22 mesures en second rang, mais il faut rajouter les 26 qui sont tous les pays hein, pour pouvoir bien saisir l'ampleur. Et le reste sont donc des pays majoritairement asiatiques, ceux où les mesures sont plus nombreuses. Et ce qui est intérieur, en fait, ce sont des mesures protectionnistes qui viennent limiter les exportations, donc dans certains secteurs d'activité. Si on regarde maintenant les pays membres de l'Union européenne, parce que la Chine a maintenant des mesures protectionnistes qui ciblent directement l'Union européenne et des mesures protectionnistes qui ciblent des pays membres de l'Union européenne. Donc, il y en a 10 supplémentaires pour la période observée. Enfin, les mesures protectionnistes de l'Union européenne, encore une fois, on voit la Chine, hein, évidemment, et ensuite des pays asiatiques, la Turquie, la Russie. Et pour tous les pays, on n'a que 4 mesures. Et pour les États-Unis, 4 mesures uniquement. C'est un peu étonnant de voir qu'il n'y a pas le phénomène de réciprocité ici. Il faut quand même savoir que sur les 20 quelques mesures que je vous ai présentées tout à l'heure, adoptées par les États-Unis vis-à-vis l'Union européenne et les pays membres, il y en a eu presque autant qui ont été radiés. Donc, ça peut être un effet, disons, un effet net des mesures protectionnistes versus libérales. Donc, qu'est-ce que je retiens de ça dans le modèle que je vous présentais au tout début?
Eh bien, dans les facteurs déterminants, on peut ajouter, avec cette étude de cas, les indicateurs de croissance économique, où, lorsque le contexte est favorable, eh bien, on sera davantage en faveur du libre-échange, et lorsque les indicateurs sont défavorables, on sera davantage vers des mesures protectionnistes. Alors, du point de vue d'une entreprise, comment se positionner, hein? Mon point de vue à moi, c'est une entreprise qui veut s'internationaliser. Et donc, comment elle peut se positionner avec l'ensemble de ces facteurs, ces déterminants? Eh bien, réaliser une analyse complète de l'environnement qui intègre aussi les choix des États et faire attention aux pièges des courants normatifs qui ont tendance à reposer strictement sur des données quantitatives. Bon, là, ici, je le dis, ça peut sembler élémentaire, mais dans les faits, on observe fréquemment cette erreur dans les grandes entreprises et multinationales étrangères. On a observé, entre autres, des cas en Chine, des causes d'insuccès, par exemple, des multinationales étrangères dans le secteur des énergies renouvelables. Eh bien, on voit bien que les entreprises ont réalisé leur analyse strictement sur des données qui reposaient sur les investissements réalisés dans le secteur d'activité. On arrive à la conclusion qu'il y avait plus de 20% des investissements qui seraient orientés vers la Chine et par conséquent, on ne pouvait ignorer la Chine. Eh bien, suite à ces analyses quantitatives, nous sommes débarqués là-bas en disant on va aller chercher ces marchés pour s'apercevoir qu'en fait, les marchés étaient octroyés par des sociétés d'État, que ces marchés étaient réservés à des entreprises locales, que si on voulait y avoir accès, il fallait donc se joindre à une entreprise locale. On a limité les joint ventures à 49% de parts étrangères et par conséquent, on a donné notre propriété intellectuelle aux entreprises chinoises qui ont ensuite produit ces produits dans d'autres entreprises détenues à 100% par des Chinois et ensuite ont exporté ces produits, notamment pour les panneaux solaires. Aujourd'hui, plus de 65% des panneaux solaires sont produits en Chine et le prix mondial a diminué de 50%. Et ce qui fait que les entreprises qui sont allées là-bas, aujourd'hui, n'arrivent plus à compétitionner. Ils ont en quelque sorte créé leur propre concurrence. Et de plus, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont simplement répliqué leur business model en se disant « Nous savons faire des affaires, nous savons comment faire, nous allons répliquer notre business model là-bas. » Et par conséquent, on a limité l'analyse de l'environnement, on a négligé l'analyse de l'environnement en croyant que notre modèle était réplicable partout. Et ce n'est qu'une fois sur place qu'on s'est aperçu qu'en fait, notre business model était désynchronisé de l'environnement. Et sur place, une année et quelques plus tard, les entreprises ont dû essayer de s'adapter en s'apercevant que le contexte réglementaire ne leur permettait pas de s'adapter comme elles l'auraient voulu. Et c'est ce qui les a conduits à leur échec. Et le parallèle qu'on pourrait faire en théorie, c'est le paradoxe d'Icare de Miller, où on démontre que les entreprises aventurières, donc celles qui ont réussi à croître très bien par leur vente, par leur business model, eh bien, ce qui fait leur succès les conduit aussi à leur échec, puisqu'elles s'imaginent qu'elles peuvent toujours faire les choses de la même manière, mais en répliquant leur business model, eh bien, elles ont créé leur propre échec. Et elles finissent par agir, pour reprendre les termes de Miller, en impérialistes. Et donc, on a un exemple concret dans ce cas. Et enfin, ne pas perdre de vue que les choix des États peuvent changer. Si à la base, les États négocient des accords de libéralisation, un des principes fondamentaux, c'est la réciprocité. Alors, quand les États négocient un accord, sur papier, on pense que l'accord va être réciproque. On s'imagine que nos entreprises sont compétitives et qu'au bout du compte, les échanges seront équitables. Mais dans les faits, la réalité est tout autre. Une fois l'accord signé, il s'en suivra des échanges et ce n'est que la réalité qui déterminera en fait qui remporte les mandats, qui remporte les contrats et où les équilibres ou les déséquilibres vont s'orienter. Et quand on s'aperçoit dans un accord commercial que dans un secteur d'activité, il y a un écart, donc un pays en bénéficie davantage que les autres, eh bien, les États auront tendance à ajouter des mesures protectionnistes ou essaieront de renégocier l'accord qui était en vigueur.
C'est peut-être un peu le cas, par exemple, de l'ALENA aujourd'hui, qui est rediscuté entre les États-Unis, à la demande des États-Unis, évidemment, et le Canada et le Mexique. Alors, les limites et les travaux futurs. Ces travaux reposent strictement sur la quantité des mesures observées. Ça nous va dans le contexte de cette recherche, puisque ce qu'il s'agissait ici de démontrer, c'est strictement que les États utilisent à la fois des mesures protectionnistes et libérales, mais en fait, on pourrait peut-être aller chercher davantage d'informations en s'intéressant à la valeur de ces mesures, pour savoir, est-ce que ces mesures, par exemple, une mesure pourrait avoir davantage d'impact que 22 mesures à côté. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Et donc, de bien mesurer la valeur que représente chacune de ces mesures pourrait être une façon aussi d'aller chercher davantage d'informations à partir de ce type d'analyse. Et donc, ça appelle évidemment à des travaux futurs. Alors, si mon approche à moi s'intéresse particulièrement au positionnement des entreprises dans leurs décisions d'internationalisation, sachez aussi, petite parenthèse, hein, que j'ai reçu aussi des demandes d'État dans leurs exercices de négociation pour utiliser un petit peu ces modèles, parce que ça peut aussi être utilisé pour des gens qui négocient, des États qui négocient entre eux, pour mieux se positionner vis-à-vis de la position des acteurs. Mais le but premier ici était vraiment le positionnement des entreprises privées dans leurs décisions d'internationalisation. Et maintenant, mon collègue va davantage parler de l'impact de cet environnement sur les chaînes globales de valeur. Merci beaucoup. Merci. Juste le temps de lancer. Ouais. Allez, on y va. Je vais commencer par vous donner quelques compléments de présentation. C'était un petit peu rapide tout à l'heure. Donc, je suis Hugues Poissonnier, je suis professeur ici à Grenoble École de Management depuis une douzaine d'années et je dirige la recherche de l'IRIMA, qui est l'Institut de recherche et d'innovation en management des achats. Donc, on y fait de la recherche essentiellement appliquée avec un objectif qui est vraiment de répondre à des problématiques très concrètes, très opérationnelles des entreprises partenaires avec lesquelles on travaille. Des entreprises qui sont souvent des grandes entreprises, mais aussi des PME de différents secteurs, des organisations publiques, etc., qui essayent, par cette fonction achat, de créer de la valeur en innovant la plupart du temps avec les fournisseurs, en co-innovant en réalité. Et donc, pour réussir à bien co-innover, à bien créer de la valeur avec les fournisseurs en partenariat, il s'agit souvent d'apprendre à mieux collaborer. Et donc, il y a toute une série de bonnes pratiques pour ça, d'outils, de compétences qu'on va mettre en œuvre, etc. La présentation que je vais faire maintenant est très complémentaire de celle que vient de faire Stéphane. L'idée, c'est de vraiment centrer le propos maintenant sur les impacts pour les entreprises, les impacts des politiques d'ouverture, de protectionnisme des États, vraiment pour les entreprises. Donc là, ton approche était plutôt macro. Bien sûr, tu as fait le lien à la fin avec, voilà, sur les impacts pour les entreprises. Mais là, on va vraiment avoir une vision plutôt entreprise, plutôt micro et un petit peu méso aussi, comme on dit, entre les deux, avec la notion de chaîne globale de valeur. En termes d'agenda, je vous propose d'abord de revenir sur un objectif qui est de plus en plus important pour les entreprises aujourd'hui, les organisations même en général, qui est le fait de devenir le client préféré de leurs fournisseurs. Et donc, il y a beaucoup d'investissements pour réussir à faire ça, investissement relationnel. Ça peut paraître un peu de la science-fiction, hein, y compris dans beaucoup d'entreprises quand on aborde ces sujets, et que finalement on est toujours sur une vision des achats consistant à réduire les coûts, avec des cost killers, des objectifs de savings, etc. Mais en réalité, de plus en plus d'entreprises comprennent, beaucoup de dirigeants notamment, comprennent à quel point il est important de développer des relations un petit peu nouvelles, parce que plus aucune entreprise aujourd'hui n'est capable d'innover toute seule dans son coin. Même les gens qui font beaucoup de R&D, beaucoup de recherche et développement, qui innovent beaucoup, en réalité, ce que font ces gens-là, ces entreprises-là, c'est plutôt de la co-innovation, du co-développement.
systématiquement avec les fournisseurs, avec des clients aussi bien sûr, mais ça nécessite forcément des relations beaucoup plus collaboratives, beaucoup plus partenariales, et les intérêts associés à ça sont de mieux en mieux compris. Donc, une fois qu'on aura vu ça, on pourra aborder cette notion de chaîne globale de valeur qui permet de comprendre comment les entreprises développent des stratégies pour s'intégrer dans le commerce international, pour participer finalement à telle ou telle chaîne globale de valeur. Et puis, on verra à quel point les stratégies des États en termes d'ouverture, de protectionnisme, de fermeture, vont rendre finalement caduques ou moins pertinentes certaines de ces stratégies, et comment les entreprises finalement peuvent composer avec cette variable d'incertitude dans leur environnement. Ça va pour le programme ? Voilà, donc devenir le client préféré de ses meilleurs fournisseurs, un objectif qui est de plus en plus central pour les acheteurs. Les achats aujourd'hui, on passe d'une logique, comme je le disais, de réduction de coûts à une logique véritablement de création de valeur. C'est l'histoire des achats de réduire les coûts. C'est comme ça que les achats ont conquis vraiment leur lettre de noblesse, ont conquis le caractère stratégique qui est de plus en plus associé à cette fonction-là. C'est tout simplement parce que les achats représentent, au fil de l'histoire, le poste de coût le plus important pour les entreprises. Aujourd'hui, les achats, ça représente en moyenne, dans le monde, toute taille d'entreprise confondue, tout secteur confondu, ça représente 60% du chiffre d'affaires. Donc c'est énorme. On était vraiment sur des proportions bien moindres il y a encore quelques années. Donc les achats sont devenus le premier poste de coût pour beaucoup d'entreprises, bien devant la masse salariale par exemple. Et donc si on veut être performant en réduisant les coûts, on s'intéresse à cette fonction-là et on se dit tiens, c'est très stratégique d'être capable par les achats de réduire les coûts. Mais il y a des pièges associés à cet objectif, ces stratégies low cost. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'entreprises relocalisées. C'est un mouvement qui s'intensifie, qui se développe. On continue à délocaliser plus qu'on ne relocalise. Mais en tout cas, chaque jour, ce mouvement s'intensifie. Et c'est tout simplement parce que beaucoup de gens comprennent qu'il y a des coûts cachés lorsqu'on délocalise. Et puis, il y a des intérêts qu'on avait anticipés qui ne sont finalement pas au rendez-vous. Donc la réalité n'est pas aussi belle qu'on ne l'avait imaginé. Et ça, c'est très fréquent. Et donc, on applaudit souvent des entreprises qui relocalisent, parfois à peine 6 mois après avoir délocalisé. Et finalement, ça a coûté 2 fois. Il aurait mieux valu ne pas délocaliser dès le départ. Ce qui est important finalement, c'est ni la valeur que l'on va offrir aux clients, ni les coûts, mais bien la différence entre les deux. Et finalement, la différence entre les deux, c'est la marge. C'est une notion que n'importe quel entrepreneur individuel connaît, regarde, parce que c'est ça qui le fait vivre à la fin du mois. Donc votre coiffeur, votre boulanger, c'est une notion qui est extrêmement importante pour lui. Par contre, aux achats, comme quand on regarde d'ailleurs les commerciaux, les vendeurs de l'autre côté, on regarde finalement en général qu'une seule borne de la marge. On a une vision très étriquée. Donc pour les acheteurs, c'est la réduction des coûts. Et pour les commerciaux, c'est l'augmentation des ventes. Je caricature à peine. Ce qui est important, c'est la différence entre les deux. Et moi, j'aime bien dire qu'on peut augmenter la marge par le haut plutôt que par le bas. Quand on regarde bien, ça va être très trivial. La marge qu'on réalise, c'est la différence entre le prix de vente, la valeur qu'on va offrir aux consommateurs, aux clients, et puis l'ensemble des coûts qui permettent d'offrir ce produit-là ou ce service, de le mettre entre les mains du client. La vision traditionnelle des achats, c'est augmenter la marge par le bas en réduisant les coûts. Mais on peut très bien augmenter la marge par le haut. Parce que quand on se comporte de manière plus collaborative avec le fournisseur, on peut innover ensemble. Sur cette base-là, même développer peut-être un avantage concurrentiel. On améliore la qualité des produits au niveau technique, parce qu'on a bien travaillé ensemble, innové ensemble, mais sans doute aussi au niveau social. On s'est bien comporté avec le fournisseur. Et même au niveau environnemental, puisqu'on a pu réduire l'empreinte environnementale en relocalisant, en travaillant avec des fournisseurs beaucoup plus proches, géographiquement, etc. Donc finalement, cette amélioration de la qualité des produits, on va pouvoir la valoriser et vendre les produits peut-être un tout petit peu plus cher. Et en termes de marge, finalement, tout va bien. On a des coûts un petit peu plus élevés parce qu'on a investi dans la relation, mais face à ces coûts, on est capable de vendre un peu plus cher. Alors vous allez me dire, aujourd'hui, il n'y a quand même pas beaucoup d'entreprises qui ont ce que les Américains appellent, les États-Unis, le pricing power.
Pricing power, c'est la capacité à vendre plus cher que les concurrents, mais à vendre quand même. C'est pas grave. Si on n'augmente pas la marge unitaire, parce qu'on a du mal à augmenter le prix de vente, on peut tout à fait s'y retrouver au niveau de la marge globale. La marge unitaire sera peut-être un peu plus petite, parce qu'il y a des coûts plus élevés, mais on va la multiplier par plus d'unités vendues, parce qu'on aura gagné des parts de marché. Encore une fois, d'autant plus facilement que la qualité technique, sociale, environnementale des produits est au rendez-vous. Donc ça, c'est intéressant et très important parce que ça permet de bien comprendre le changement radical en ce moment des stratégies des entreprises en termes d'achat. Et d'ailleurs, on parle de moins en moins d'achat, on parle de management stratégique des ressources externes. Encore une fois, parce qu'on a bien compris qu'on ne peut plus innover tout seul dans son coin et que la source des avantages concurrentiels est forcément aujourd'hui, de plus en plus, dans les relations de plus en plus collaboratives avec les fournisseurs. Donc là, ce petit schéma, qui est un peu une échelle de maturité, montre bien, c'est en anglais, c'est issu de l'ouvrage qui est mentionné juste à côté, The Procurement Value Proposition, un ouvrage de 2015 de Chick et Enfield. Ça montre bien à quel point il y a une conception de plus en plus mature des achats, avec un rôle de plus en plus central, de plus en plus stratégique et de plus en plus orienté vers la création de valeur plutôt que simplement la réduction de coûts. Comme je le disais, on passe plutôt des achats au management stratégique des ressources externes. Là, c'est un schéma bien connu qu'on introduit souvent dans les tout premiers cours de stratégie, dans les écoles comme celle-ci ou ailleurs ou à l'université. C'est Henri Mintzberg qui apparaît ici, qui est professeur à l'INSEAD et puis à l'université McGill à Montréal. Donc un schéma classique qui permet de bien comprendre que la stratégie qu'on va vraiment mettre en œuvre, c'est le produit à la fois de la stratégie délibérée et des stratégies émergentes. La stratégie délibérée, c'est celle qui découle de l'intention stratégique qui existe dans la tête du dirigeant ou de l'équipe de direction. On se réunit, on définit ça, et puis c'est vraiment ce qu'on va essayer de mettre en œuvre. Il y a des stratégies qu'on va abandonner parce que le principe de réalité fait qu'on va se heurter à un certain nombre de contraintes, mais il y a aussi des opportunités à côté desquelles il serait dommage de passer. Donc on va se montrer agile, et puis, on va être capable d'intégrer ces opportunités. C'est ça, les stratégies émergentes. Le management stratégique des ressources externes ou les achats collaboratifs, finalement, c'est souvent, dans un premier pas, des stratégies émergentes. On va capter de l'innovation en provenance des fournisseurs. C'est déjà un premier pas, mais ce n'est pas ça qui permet de créer un avantage concurrentiel parce que tous les concurrents peuvent faire la même chose. Par contre, co-innover, c'est beaucoup plus ambitieux. On va vraiment démarrer en amont de ça. C'est beaucoup plus risqué. On va investir avec le fournisseur, donc prendre des risques. Mais on va pouvoir déposer vraiment des brevets, disposer d'une propriété intellectuelle et être capable, sur cette base-là, de développer un vrai avantage concurrentiel. Donc encore une fois, ça témoigne bien de l'évolution aujourd'hui des stratégies de beaucoup d'entreprises. Ce qui fait qu'on va réussir à travailler avec les meilleurs fournisseurs, c'est souvent le fait de leur offrir des opportunités d'apprentissage. Je dis toujours qu'un acheteur arrivera toujours à trouver des fournisseurs, encore que ce n'est pas forcément toujours le cas. Et même aujourd'hui, on voit bien sur certains marchés, pour certains produits, qu'il n'est pas forcément facile d'assurer les approvisionnements. Mais quand même, l'acheteur est souvent en position de force dans beaucoup d'industries, sur beaucoup de marchés. Par contre, travailler avec les meilleurs fournisseurs, là, ce n'est pas gagné, ça se mérite. C'est des gens auxquels il faut vraiment donner envie de travailler avec nous. Et pour ça, il faut travailler à leur satisfaction, leur motivation. Là, je reprends un modèle de Herzberg, Frédéric Herzberg, qui apparaît ici en photo, psychologue qui écrivait à l'époque de Maslow. Vous savez, la fameuse pyramide des besoins de Maslow. Herzberg a travailler à améliorer un petit peu ce modèle-là en disant finalement c'est pas si linéaire que ce que raconte mon collègue Maslow. Finalement, il y a deux grands continuums qui existent. D'un côté, il y a les facteurs moteurs qui permettent d'améliorer la satisfaction. Et de l'autre côté, les facteurs d'hygiène permettent de rendre les gens un petit peu moins insatisfaits. En fait, l'idée derrière ça, c'est la satisfaction, c'est pas le contraire de l'insatisfaction. Il y a un continuum qui va de l'absence de satisfaction à la satisfaction, les facteurs moteurs.
et un continuum qui va de l'insatisfaction à l'absence d'insatisfaction. Donc quand on est au top sur les facteurs d'hygiène, on n'est pas satisfait pour autant, mais au moins on n'est pas insatisfait. Et ça explique beaucoup de choses. Ça a été beaucoup utilisé dans l'entreprise, dans le management, en marketing aussi, pour comprendre les motivations des consommateurs. Et moi, je pense que ce modèle est extrêmement pertinent pour comprendre l'implication et la motivation des fournisseurs. Donc j'accompagne régulièrement des entreprises dans leur volonté de mieux collaborer avec les fournisseurs. L'idée aujourd'hui est plus de répondre à la question pourquoi c'est intéressant de collaborer. Beaucoup d'entreprises l'ont déjà bien compris. Par contre, la question qui se pose, c'est comment. Et on est souvent un peu perdu devant une espèce de jungle de modalités collaboratives qui existent. Et ce modèle-là, qui est tout simple, permet d'aider les entreprises à se positionner, à ne pas empiler 36 facteurs d'hygiène ou 36 facteurs moteurs, mais d'être bien présent sur les deux. Je donne un exemple très concret. Ça ne sert pas à grand-chose de bien satisfaire un fournisseur en lui fournissant un cahier des charges fonctionnel plutôt que classique, en faisant du mécénat de compétences et toute une série de pratiques qui sont assez intéressantes sur le plan de la motivation. C'est des facteurs moteurs. Si on continue à le payer en retard et d'avoir des retards de paiement qui font que le fournisseur sera fortement insatisfait de travailler avec nous. Ça, c'est important, encore une fois, parce que ça permet de bien comprendre que si on veut travailler avec les meilleurs fournisseurs et développer avec eux des avantages concurrentiels, et il n'y a qu'avec eux qu'on peut le faire, vous avez bien compris, si on veut faire ça, il faut apprendre à satisfaire un petit peu mieux les fournisseurs et sans doute à leur offrir des opportunités d'apprentissage. L'approche par les chaînes globales de valeur permet de bien comprendre comment on est capable d'offrir telle ou telle opportunité d'apprentissage aux fournisseurs. Donc ça a été développé essentiellement par Jerry, un certain nombre de ses collègues dans les années 90. Hopkins et Wallerstein parlaient déjà de chaînes de commodité en 1977. Et finalement, on peut définir ça comme des structures qui vont relier les acteurs dans l'espace, non seulement entre eux, mais avec aussi les marchés mondiaux, internationaux. Il y a plusieurs dimensions d'analyse des chaînes globales de valeur. Je vois que le temps passe très vite, donc je passe assez rapidement là-dessus. Je pense que voilà, ce n'est pas essentiel à ce niveau-là, à ce stade-là. Concernant véritablement les opportunités d'apprentissage qu'on peut offrir aux fournisseurs, ça dépend beaucoup des modalités de contrôle qu'on va trouver à l'intérieur de ces chaînes globales de valeur. Il y a des chaînes qui sont pilotées par les producteurs, des chaînes qui sont plutôt pilotées par les acheteurs. Donc d'une industrie à l'autre, la répartition du pouvoir et du contrôle n'est pas tout à fait la même, évidemment, lorsqu'on passe d'une chaîne à l'autre. Je passe rapidement là-dessus aussi. Dans la littérature, on retrouve trois grands types d'apprentissage offerts aux fournisseurs. On va apprendre le métier, bien sûr, acquérir des nouvelles compétences lorsqu'on travaille pour tel ou tel client qui est plus ou moins exigeant sur ces aspects-là. Il y a un apprentissage organisationnel. Beaucoup d'études montrent aussi à quel point on va de plus en plus ressembler à son client. On va se structurer comme lui pour mieux lui répondre, pour partager même une certaine culture avec lui. Donc il y a une espèce de transfert organisationnel qui vont s'appliquer. Et puis il y a bien sûr aussi un apprentissage du comportement relationnel. Travailler avec tel ou tel client, encore une fois, exigeant sur les aspects relationnels, fait qu'on va apprendre des choses à ce niveau-là. Finalement, cette notion de chaîne globale de valeur, on a souvent l'habitude de la représenter sous cette forme de sourire. On appelle ça le sourire. On voit des activités pré-production, la R&D, donc recherche et développement, le design, les achats. La production, c'est vraiment ce que l'on va confier à des sous-traitants à l'étranger. Et puis, il y a des activités où là, on va remonter en termes de valeur ajoutée, la distribution, le marketing, les services. Donc l'idée, c'est de garder les activités qui sont en amont et en aval de la production et d'externaliser la production. Mais il est aussi possible de confier à des sous-traitants à l'étranger auxquels on a confié des activités de production d'autres types d'activités. Par exemple, les achats. On va confier aux sous-traitants la responsabilité de coordonner d'autres sous-traitants, de rang 2, 3, 4, comme on dit dans l'automobile ou dans l'aéronautique, par exemple. Donc il est tout à fait possible de permettre aux fournisseurs de réaliser ce qu'on appelle
l'industrial upgrading en anglais. Donc le fait de monter en compétence dans la chaîne de valeur et de prendre en charge des maillons plus créateurs de valeur. Il y a beaucoup de pays qui ont vraiment parié là-dessus, qui se sont dit, plutôt que de développer en partant de zéro des industries, on va essayer de favoriser l'accès à certaines chaînes globales de valeur pour nos entreprises. Et le fait d'accéder à ces chaînes globales de valeur, de rentrer dedans, va leur permettre peut-être de progresser et de diffuser un petit peu plus dans le pays en développant d'autres maillons de l'industrie dans notre pays. C'est un pari qui a été gagnant à une époque pour la Corée du Sud, pour Singapour, pour le Mexique. Là, c'est juste un exemple de chaîne globale de valeur dans la filière textile, habillement, distribution, THD. Ça remonte au début des années 2000 où j'ai beaucoup accompagné des entreprises sur ces sujets-là. Et on voit bien que le fait pour n'importe quel fournisseur dans le monde de travailler avec des clients américains ne permettait pas du tout de générer les mêmes opportunités d'apprentissage et d'industrial upgrading que le fait de travailler avec des clients européens. Le marché européen est lui-même très segmenté. Donc on a vraiment des différences très fortes entre la Grande-Bretagne et puis l'Europe continentale. Et puis une étude sur le Maroc montre qu'on n'a pas du tout les mêmes pôles de fournisseurs qui vont travailler avec les clients français. Donc là, c'est plutôt les pôles de Casablanca, de Fès et les distributeurs britanniques. Donc les fournisseurs qui travaillent avec les distributeurs britanniques sont plutôt situés à Rabat et à Tanger. Ce n'est pas les mêmes types de relations, ce n'est pas les mêmes types d'opportunités d'apprentissage encore qui sont offertes à ces fournisseurs-là. Alors maintenant, les effets de la politique protectionniste des États-Unis sur les relations au sein des chaînes globales de valeur. Évidemment, ça va perturber beaucoup de paris stratégiques, industriels qu'ont réalisé des entreprises. Il y a vraiment aujourd'hui une remise en cause, depuis quelques années, comme tu l'as bien montré tout à l'heure, de ce qu'on appelle le consensus de Washington. Le fait que, au milieu des années 80, la Banque mondiale, le FMI, ont incité des pays à adopter véritablement des stratégies de développement par l'exportation. Aujourd'hui, si on ferme les frontières, ces pays-là qui sont très dépendants des exportations, et leurs entreprises en premier lieu, sont dans des situations très difficiles. Il y a évidemment des conséquences très néfastes, très délétères pour l'économie américaine même, puisqu'on va réduire l'efficience des chaînes d'approvisionnement. Il y a des pays des produits qui sont de plus en plus chers. Aujourd'hui, on parle de la guerre de l'acier. Il y a un précédent en mars 2002, où comme aujourd'hui, on a relevé les taxes à 30% sur l'acier en provenance de l'étranger, et ça s'est traduit par, on a les chiffres, c'est très clair aujourd'hui, 200 000 emplois perdus dans les industries consommatrices d'acier. Donc on voit bien l'effet pour les États-Unis eux-mêmes. Le petit schéma que j'ai mis là, enfin la carte, ça montre le top 10 des principaux pays fournisseurs d'acier aux États-Unis aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il n'y a pas la Chine, puisque la Chine est 11e. Donc la Chine est très présente dans la rhétorique du président Trump, mais finalement, ce n'est pas un fournisseur très important. Des opportunités peut-être pour les entreprises européennes. Les facteurs d'hygiène qu'on évoquait tout à l'heure, à la Herzberg, sont largement affectés aujourd'hui pour les fournisseurs des clients américains. Donc il y a des clients américains, des entreprises américaines qui ont beaucoup investi dans des relations avec des fournisseurs asiatiques notamment. Et aujourd'hui, même si on a beaucoup investi dans la relation, dans la collaboration, ces relations sont mises à mal parce que ces fournisseurs-là ne peuvent plus exporter vers les États-Unis. Donc là, c'est en ce sens qu'on a des stratégies d'entreprise qui sont rendues quasiment obsolètes, ou en tout cas non pertinentes. Une concurrence à l'achat qui est rendue moins forte, là c'est pour les entreprises européennes, et donc un intérêt de mieux en mieux compris des entreprises européennes à devenir les clients préférés de leurs fournisseurs. Donc sans doute qu'il y a là des opportunités. Beaucoup de fournisseurs qui vont se détourner de leurs clients américains vont peut-être s'orienter un petit peu plus vers des clients européens qui vont continuer à leur offrir des opportunités d'apprentissage. Et puis en guise de conclusion, j'aime bien terminer avec cette phrase du poète allemand Hölderlin. Là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve. C'est à la fois l'histoire de l'industrie européenne, c'est beaucoup des décisions d'acheteurs
qui ont contribué à la désindustrialisation. Choix qui consiste à aller travailler avec un fournisseur à l'autre bout du monde plutôt qu'avec le fournisseur local qui était là juste à côté. Et donc il y a une responsabilité très grande aux mains des acheteurs aujourd'hui, notamment en France, mais en Europe également. Et puis cette phrase est sans doute valable aussi pour les États-Unis. On a vu à quel point une politique protectionniste aujourd'hui ne préfigure pas forcément d'une politique protectionniste demain. Il y a des fluctuations, il y a des évolutions importantes, mais en tout cas, c'est toujours des difficultés pour les entreprises qui ont à s'adapter à ces évolutions de l'environnement. Voilà, je pense qu'il nous reste quelques minutes pour échanger sur ces sujets-là. Merci. Le temps des questions, merci à vous deux pour vos deux interventions. Ceux qui ont des questions, vous pouvez lever la main et moi je vais passer donner le micro dans les rangs. Ça peut être des commentaires, des suggestions aussi. Pour nous aider à avancer dans nos travaux, ça peut être des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas. Sinon, on va se poser des questions nous-mêmes. Hein? Juste brièvement, un petit commentaire, en fait. Tu référais à Mintzberg. Quand je parlais des courants normatifs tout à l'heure, ça a été en fait documenté par Mintzberg et Attali, en fait, et ses collègues, dans un ouvrage appelé Safari Stratégie. Il y a 3 courants qui ont été identifiés. En fait, l'école du positionnement, l'école de la conception et l'école du positionnement stratégique, qui repose essentiellement sur des analyses quantitatives. Donc, on se rejoint encore. Hein? Ça a été une belle découverte. On s'est rencontrés via la conférence et on s'aperçoit qu'on a des sujets qui sont très, très connexes. Vous aviez posé une question, je crois. Il faudrait parler dans le micro parce que la conférence est enregistrée. On peut passer ce micro-là. Il ne fonctionne pas. Il ne fonctionne pas, le micro, là? Oui. Allô? Oui, ça va. Oui, donc bonjour. Juste en fait pour revenir sur le protectionnisme des États-Unis, donc de Donald Trump, concernant en effet le Canada a quand même 2 accords. Il en a un qui va passer avec l'Union européenne, le CETA, mais qu'après qu'il soit signé par l'Union européenne, il faut que maintenant les 27 membres nationalement puissent l'accepter. Et en même temps, l'ALENA qui est en pleine réforme, si on peut dire, demandée par Trump, mais refusée à la fois par le Mexique et le Canada, mais qui, lui, va essayer de trouver un consensus. Comment vous positionnez sur ce modèle économique de trop vouloir en fait faire du libre-échange et de ne pas en fait essayer de prendre en compte le fait du protectionnisme? C'est une très, très grande question. Je ne vais pas prendre trop de temps pour y répondre. À la limite, on pourra se voir après si vous voulez, mais parce que, en fait, fondamentalement, c'est les 2 grandes doctrines qui sont opposées, concurrentes à la limite, hein, en théorie. Si ma mémoire est bonne, c'est Keynes, dans son fameux plan Keynes, qui avait proposé dans les années 40 un modèle où on aurait rééquilibré les échanges une fois que les échanges auraient été réalisés. Et ça n'a pas passé dans les négociations entre les États, puisque les États-Unis avaient utilisé leur droit de veto, parce qu'ils avaient tout à perdre en utilisant ce modèle. Et ce qu'il disait, en fait, c'est que le problème, ce n'est pas le libéralisme versus le protectionnisme, mais les extrêmes. Le libéralisme à son extrême et le protectionnisme à son extrême occasionnent des problèmes. Parce que le libéralisme à son extrême, il y a des gagnants, il y a des perdants. Hein, et l'histoire l'a démontré. Ceci étant dit, compte tenu des observations récentes, nous sommes probablement dans un univers où il faut tendre vers un équilibre et une coexistence. Et une des complexités qu'on a aujourd'hui, en fait, c'est que la doctrine de libéralisation, c'est en quelque sorte institutionnalisé. Et on défend, jusqu'à justement exhorter les membres à cesser d'avoir des
des politiques protectionnistes, alors que c'est peut-être à leur avantage de le faire. Et donc... En fait, Donald Trump, attention, il est un peu tôt pour juger de ce qu'il réalisera. C'est clair qu'au niveau politique, son positionnement est ultra-protectionniste, mais les données qu'on regardait tout à l'heure démontrent qu'il s'inscrit tout à fait en continuité avec ses prédécesseurs. Hein. Et donc, est-ce que c'est Trump ou est-ce que ce sont les États-Unis? Hein? Et donc, ce n'est pas... il faut faire attention à la conclusion qu'on tire sur le discours politique comparativement à les faits. Et c'est pour ça que nous avions choisi d'intituler cette conférence « Le paradoxe américain » entre libéralisme et protectionnisme. Parce que malgré un discours plus libéral, il demeurait très protectionniste. Est-ce que tu veux ajouter? Oui, peut-être simplement entre les deux modèles alternatifs, hein, protectionnisme ou ouverture libérale, etc. Il y a quand même tout un continuum. Il y a même des propositions relativement originales qui sont avancées. Vous avez peut-être entendu parler du protectionnisme altruiste. Donc ça, c'est Cassen qui propose de taxer les produits qui sont importés. Donc c'est du protectionnisme. Il y a des droits de douane, des taxes qui sont instaurées. Mais ça va financer le développement des pays du Sud. Donc il y a vraiment une orientation de ces taxes vers le financement de toute une série d'infrastructures, etc. C'est pour ça qu'il y a le terme altruiste, protectionnisme altruiste. Donc l'intérêt à la fois, c'est de rester protectionniste pour défendre des industries locales, mais dans le même temps être capable de financer, de contribuer un petit peu mieux qu'aujourd'hui, peut-être encore, au développement des pays du Sud, voilà, et l'industrie qui n'est pas seulement exportatrice chez eux. Donc intéressant de savoir simplement que ça existe, même s'il n'y a pas une audience très forte finalement pour ce type d'alternative. Je peux peut-être donner... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je vais donner un cas concret sur ça. Bonjour. Je me demandais, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, une guerre véritablement protectionniste entre les États-Unis et la Chine est possible, plausible même? Et sinon, qu'est-ce qui l'en empêche véritablement? Est-ce qu'une guerre économique existe? La réponse est oui, à mon sens. On se bat pour des ressources rares et donc chacun essaie de mieux se positionner. Maintenant, est-ce qu'il y a une guerre de protectionnisme vis-à-vis la Chine? Je vais utiliser, pour tenter de répondre à votre question, le cas des achats gouvernementaux, qui représentent un peu plus de 30% des exportations mondiales. Hein. La Chine, encore aujourd'hui, depuis 2006, négocie son accession à l'accord des marchés publics de l'OMC. Pour le moment, la Chine a accédé en 2001 à l'OMC, mais avait promis d'accéder à l'accord des marchés publics, donc de libéraliser ses achats. Il y a beaucoup de dépenses sont réalisées par les gouvernements, et en Chine davantage, puisque beaucoup de sociétés sont des sociétés d'État. Alors donc, le positionnement chinois, aujourd'hui, est très protectionniste du fait qu'ils n'ont toujours pas accédé à un tel accord. Les Américains essaient, depuis le début du processus, mais en fait, il y a 32 pays, incluant tous les pays de l'Union européenne, là, qui ont demandé à la Chine spécifiquement d'accélérer ses négociations. Il y a eu 6 cycles successifs de négociations, et à chaque fois, les négociations ont avorté, et on est toujours en pourparlers. Eh bien, évidemment, si vous regardez l'accord des marchés publics, il est indiqué dans cet accord que les pays s'attendent à une réciprocité. Donc, si j'ouvre, par exemple, mes achats gouvernementaux dans le secteur de l'énergie électrique, eh bien, je ne l'ouvre qu'aux pays qui ont ratifié l'accord et qui, eux aussi, ouvrent ce marché. Alors, comme les Chinois ont refusé jusqu'à présent d'ouvrir ce marché, eh bien, en vertu de cet accord, les États-Unis ont aussi fermé ce marché. Et donc, rapidement, pour répondre à votre question, oui, il y a des tensions qui augmentent les positionnements protectionnistes, tant et aussi bien qu'il n'y a pas une des deux parties qui va accepter d'ouvrir.
Et on a pu le voir aussi, la quantité de mesures récentes qui étaient orientées vers la Chine. Bien évidemment, ce positionnement renforce la guerre protectionniste entre les deux pays. Et même, peut-être une dernière petite remarque à ce sujet. Vous savez, le traité transpacifique et transatlantique, quand ils ont été imaginés, certains observateurs, et je pense que c'est tout à fait approprié, hein, si vous regardez la configuration de ces accords, eh bien, les pays du BRIC étaient exclus, les pays émergents étaient exclus. C'était d'une certaine façon, face à un pouvoir énorme, grandissant, un pouvoir économique énorme des pays émergents, une façon de recréer des frontières entre pays alliés pour éventuellement améliorer les échanges entre nous et peut-être recréer un pouvoir de force et de négociation vis-à-vis les pays émergents. Merci. Juste un petit complément. Je vois qu'il nous reste 2 minutes. Donc ça sera un peu la fin. Le mot de la fin. Non, simplement, effectivement, merci de parler de guerre économique. Effectivement, c'est ce qui transparaît au travers de tout ce qui a été présenté là, ce qu'on a pu échanger. Une situation de guerre économique aujourd'hui, oui, c'est évident. Guerre commerciale, mais qui peut prendre aussi des formes qui dépassent le simple commerce, puisque la Chine a déjà menacé de revendre une partie importante des bons du trésor américain qu'elle détient, ce qui aurait évidemment des effets délétères pour plein de raisons. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais il se trouve que moi, je suis membre aussi d'une chaire ici à Grenoble École de Management qui s'appelle Mindfulness, bien-être au travail et paix économique. Et la dimension paix économique à laquelle je crois beaucoup, c'est pas une utopie, mais ça consiste simplement à dire il y a une alternative à beaucoup de moments à la situation d'hyper-concurrence dans laquelle on se trouve, que ce soit au niveau des entreprises ou au niveau des États, quand on a une vision plus macroéconomique. Moi, je pense qu'il est vraiment important de remettre le commerce international à sa place. Et sa place, pour moi, c'est vraiment le fait de favoriser des échanges et même la paix, on peut dire. C'est tout le génie des créateurs, des pionniers de la construction européenne. L'idée, c'était d'éviter de se faire la guerre en se donnant des intérêts économiques qui devaient faire qu'on aurait moins intérêt à faire la guerre, mais véritablement sur le plan militaire. Donc la guerre économique, c'est toujours très dangereux. Et je pense que voilà, c'est Montesquieu qui disait, qui parlait du doux commerce. Donc c'est vraiment le commerce qui est créateur de liens finalement et qui est vecteur de paix. Donc je pense qu'il est important de remettre l'économie à sa place, et le commerce aussi, et de faire attention de ne pas enclencher des phénomènes qu'on n'arrive plus à maîtriser. Et là, il y a un vrai danger, effectivement, en ce moment. Donc il faut être attentif. Voilà, merci, c'est la fin de cette conférence. Je vous remercie à tous de votre...